On a dit que l'écart sur coût il peut être décomposé en plusieurs sous-écarts. Écart sur charge direct, écart sur charge indirect. L'écart sur charge direct peut être subdivisé également en plusieurs sous-écarts. L'écart sur volume d'activité, écart sur quantité et écart sur coût ou sur prix. L'écart sur charge indirecte, écart sur volume, écart sur quantité et écart sur coût qui peut également être subdivisé en deux sous-écarts, écart d'activité et écart de budget. Donc, formellement, l'écart total, ce n'est que le coût réel moins le coût préétabli de la production préétablie. L'écart économique ou l'écart, il peut être subdivisé en deux sous-écarts, écart sur coût et écart sur quantité. L'écart économique, ce n'est que le coût total réel moins le coût préétabli pour la production réelle et non pas la production préétablie. Et l'écart sur volume, ce n'est que la production réelle moins la production préétablie fois le coût unitaire préétabli. La production, bien sûr, désigne le nombre de produits fabriqués. L'écart sur coût, donc c'est l'écart entre le prix ou le coût réel et le prix préétabli. Voilà, quantité réelle. L'écart sur quantité, c'est l'écart entre les quantités, la quantité réelle et la quantité préétablie fois le prix préétabli. Donc, on va essayer de voir élément par élément. Donc, l'écart économique, on va commencer avec l'écart total. Donc, à travers l'exemple, toujours, donc l'écart global, ce n'est que le coût réel moins le coût global préétabli. Le coût réel ici est de combien? Selon les calculs que nous avons effectués précédemment. Monsieur, 18 966. Là, on est en train d'analyser l'écart sur matière première. Hein, écart sur matière première. Parce qu'il faut analyser élément par élément. Donc, écart sur matière première. 2146. Oui, donc l'écart réel, c'est 2146. Voilà. Donc, le coût total réel, c'est 2146 que nous avons calculé précédemment. Le coût préétabli de la production, c'est par rapport aux prévisions. Donc, les quantités standards et non pas la quantité réelle. Quantité standard, on a déjà fait les calculs. Si je me rappelle bien, voilà. Donc ici, donc la quantité standard, c'est 4000 unités. Ce que peut fabriquer l'atelier bien sûr, dans des conditions standards de production. Il peut fabriquer 4000 unités. Or, en réalité, on n'a produit que 3600.
Et donc, il faut bien sûr retenir la quantité ou bien la production préétablie, non pas la production réelle. Donc, la production préétablie, ça va vous donner un coût de 2400. Donc, l'écart total ici, égal au coût réel total, 2146, moins le coût préétabli pour la production préétablie. Donc, 4000 unités, chaque unité va générer un coût de matière première de 0,60, soit 2400. Donc, l'écart total, c'est un écart négatif, moins 254. Un écart favorable. Je rappelle toujours, on est en train d'analyser des écarts sur coût. Et donc, il y avait une réduction de coût de matières premières, chose qui est favorable pour l'entreprise, même si le signe de l'écart est négatif. Donc, il s'agit d'un écart favorable. Deuxième écart, écart sur volume. Écart sur volume, ce n'est que la production réelle moins la production préétablie. La production réelle, toujours selon donc l'énoncé, on a produit 3600 unités. Ça, c'est la production réelle. La production préétablie, c'est la production standard qui est de 4000 unités. Donc ici, donc l'écart sur volume, vous avez la production réelle 3600. La production préétablie, c'est 4000 fois le coût de préétabli, le coût unitaire, qui est de 0,60 selon l'énoncé. Et donc, ça nous donne un écart aussi favorable, moins 240. Donc, une réduction, bien sûr, de coût sur volume sur matière première. Écart économique. Donc, l'écart économique, vous avez l'écart sur quantité, bien coût réel, donc QR fois PR, moins le coût préétabli pour la production réelle, et non pas la production préétablie. Donc, pour la production réelle, on a consommé 370 kg de matière première, alors que d'une façon standard, il fallait consommer 360 kg. 360 kg. Donc 3600 sur 0,1 unité utilisée. Pour chaque unité
utilisé. Ça fait 360. Donc, quantité réelle, 370, fois le prix réel qui est de 5,80 selon l'énoncé, et quantité préétabli pour la production réelle, 360 fois le prix préétabli de 6 dirhams. Et donc l'écart économique global, moins 14, aussi favorable. Ce qu'il faut vérifier, donc il faut que la somme des deux écarts, l'écart sur volume et l'écart économique, soit égale à l'écart total. Donc moins de 140, moins 14, ça devrait donner l'écart global qui est de moins 254. Et c'est le cas ici. Donc vous avez la somme des deux écarts égale exactement l'écart total. L'écart sur coût, le prix réel moins le prix préétabli fois la quantité réelle. Donc, prix réel, c'est 5,80 selon l'énoncé. Donc, je reviens pour juste montrer l'origine de ces chiffres. Donc, 5,80 et le prix préétabli, c'est dirhams pour la matière première. Donc, c'est 5,80 moins 6 fois la quantité réelle qui est de 370 de matières premières utilisées, soit un écart de moins 74. Écart favorable, puisqu'on a économisé, bien sûr, il y avait une économie de consommation de matières premières, et donc réduction de coûts, bien sûr, sur matières premières. Il s'agit d'un écart favorable à l'entreprise. Le coût de matière première réel est inférieur au coût préétabli. L'écart suivant, écart sur quantité. Donc, toujours la subdivision de l'écart économique, donc écart sur quantité. Donc, cet écart, ce n'est que la quantité réellement, la quantité préétablie, fois le prix préétabli. Donc 370 moins 360 fois les 6 dirhams comme prix ou bien coût préétabli de matière première. Un écart défavorable de 70 lié à l'augmentation de quantité, bien sûr, quantité réelle de matière première utilisée par rapport à ce qui a été prévu. 370 au lieu de 360. Donc un écart positif, donc c'est défavorable. Augmentation de coûts sur quantité de matière première utilisée. Et donc c'est un écart défavorable. Là aussi, on peut procéder à une vérification. L'écart économique, ce n'est que l'écart sur coût plus l'écart sur quantité. Donc moins 74 plus 60, soit moins 14. Qui est exactement l'écart économique, moins 14. Bien sûr, il faut toujours faire ces vérifications pour s'assurer des calculs.
Oui, Mohamed Amin Oubriri. L'écart sur quantité, combien? La formule. Quantité réelle moins quantité préétablie fois le prix préétabli. Quantité réelle de Ok, matière merci. première, 370. La quantité préétablie, c'est 360. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est pour la matière première. On peut également procéder de la même façon pour les autres composants de coûts, à savoir main-d'œuvre et pour l'atelier. Donc, on a fait ici juste pour la matière première, mais on peut également faire la même chose pour les autres éléments, pour la main-d'œuvre et pour les ateliers. D'accord? Donc, nous, on va se limiter uniquement aux matières premières. Donc, l'analyse de l'écart sur main-d'œuvre relève de la même logique. L'écart sur quantité est appelé écart sur temps, l'écart sur coût, il est appelé écart sur salaire horaire, mais c'est toujours la même démarche de calcul. Des questions? Oui? Une question? Alors, l'analyse de l'écart sur centre d'analyse, donc, il suit la même logique que pour les matières premières, sauf ici, l'écart sur coût, il peut être subdivisé en deux sous-écarts, l'écart sur budget et l'écart sur activité. L'écart sur budget, ce n'est que le coût réel moins le coût budgété, et l'écart sur activité, ce n'est que le coût budgété moins le coût standard. Donc, on va essayer de faire les mêmes calculs sur le même exemple. Donc, l'écart total, alors on va aller étape par étape. Donc, écart total. Donc, c'est le coût réel moins le coût standard de la production standard, mais cette fois-ci, c'est pour le centre d'analyse atelier. Donc, le coût réel, c'est la quantité réelle, donc l'écart total. La production réelle, c'est 850 unités fois 5,60. La production standard, c'est 4000 unités fois 1,30. Les données, bien sûr, c'est à partir de les données concernant, bien sûr, le centre. Les frais de l'atelier, c'est 4770.
Donc, vous avez la production standard. Donc ici, le coût standard de la production standard pour bien sûr l'atelier. Donc la production standard pour l'atelier, vous avez 4200 de charges fixes. De charges fixes et 1 dirham de charge variable par unité d'œuvre. 1 dirham fois 1000. Donc ça fait 4200 plus 1000. Ça fait 5200. Donc 5200 sur la quantité standard qui est de 4000, soit un coût de 1,3. Donc ça, c'est le coût standard. L'atelier, on a 4200 de charges fixes et 1 dirham de charge variable par unité d'œuvre. L'unité d'œuvre de l'atelier, c'est l'heure main-d'œuvre. On a 1000 heures, donc 1000 fois 1, ça fait 1000. Plus 4200 de charge fixe, ça fait 5200. La quantité standard à produire, c'est 4000, comme nous l'avons déjà calculé. Donc, c'est 1000 sur 0,25. Chaque unité nécessite un quart d'heure. Ça fait 4000 unités qu'on peut fabriquer. Et donc, 5200 sur 4000, ça fait un coût unitaire que vous avez ici de 1,30. Et donc, le coût standard de la production standard, ce n'est que 4000 fois 1,3, soit 5200. Donc, l'écart total, suite à ce calcul, il est de moins 440. Un écart favorable. Réduction ou baisse du coût pour l'entreprise concernant l'atelier. Deuxième écart, écart sur volume. Donc, écart sur volume, production réelle, moins production prix établi. 3600, la production réelle, moins la production prix établie de 4000, fois le coût unitaire prix établi que nous avons calculé, qui est de 1,30, soit un écart toujours favorable de 520. L'écart économique. Donc, c'est le coût total réel moins le coût standard de la production réelle. Donc, l'écart économique, le coût total réel, la quantité réellement fabriquée, 850, fois le coût réel, 5,60, moins la quantité standard de la production réelle. La quantité standard pour la production réelle, fois le coût standard. Le coût standard, on a déjà calculé ça, 5,20. Soit un écart défavorable de 80. Augmentation de coût de 80 dirhams. Toujours vérification. L'écart total, ce n'est que l'écart sur volume plus l'écart économique.
soit moins 520 plus 80, ça fait moins 440. L'écart sur coût, donc écart sur coût, donc on peut le subdiviser en écart sur budget et écart sur activité. On va calculer en premier l'écart sur rendement. Donc l'écart sur rendement, donc quantité réellement la quantité prix établi, quantité réelle 850, quantité prix établi c'est 900, fois le prix établi, qui est de 5,20. Écart sur budget, donc on a le coût réel moins le coût budgété. Le coût réel, 4760, moins le coût budgété de l'activité réelle pour l'activité réelle. L'activité réelle, c'est 850 heures, coût unitaire, c'est 1 dirham, plus les 4200 du centre, qui a été budgété. Donc, un écart favorable de 290. Dernier écart, l'écart sur activité. Donc, l'écart sur activité, c'est le coût budgété moins le coût standard. Coût budgété, c'est 1 fois 850 heures, activité réelle, plus 4200, moins 5,2 fois 850. Donc, soit un écart de 660. C'est un écart défavorable sur activité du centre. Toujours vérification, l'écart économique, ce n'est que l'écart sur rendement, plus l'écart sur budget, plus l'écart sur activité. Ça devrait donner exactement le même écart que nous avons calculé précédemment, écart économique, qui est de 80. Donc, cette analyse des écarts, elle est d'une grande importance parce que ça permet bien sûr de décomposer l'écart. Et par exemple, ici, l'écart économique de faible valeur des cellules, des écarts ou des sous-écarts importants, sous-écarts sur rendement, sous-écarts sur budget et sous-écarts sur activité qui sont bien sûr très très importants avec des montants importants. Voilà donc c'est ce qu'il y a pour l'analyse des écarts en ce qui concerne bien sûr l'activité production. Et donc on a vu l'ensemble des éléments bien sûr de la programmation de la production d'entreprise jusqu'aux élaborations de budget de production, ainsi que l'analyse de l'écart, bien sûr, sur l'activité production. Y a-t-il des questions?
Alors, donc, on va passer à la dernière partie concernant le budget de trésorerie. Avant, le budget des approvisionnements, j'ai déjà préparé une vidéo, vous la trouverez sur la plateforme. Donc, je vais la mettre à votre disposition pour la partie ou bien la section concernant le budget, le budget des approvisionnements, parce que logiquement, après le budget de production, il faut analyser le budget des approvisionnements. Donc, je l'ai préparé à l'avance et vous pouvez bien sûr la regarder par la suite pour connaître et maîtriser comment gérer les approvisionnements de l'entreprise, comment déterminer les quantités à commander en fonction de la gestion des stocks de l'entreprise et comment assurer bien sûr une gestion optimale des stocks de l'entreprise. Alors maintenant, on va aborder directement la dernière partie concernant le budget de synthèse, le budget général, le budget de trésorerie. Alors, le budget de trésorerie, c'est un budget de synthèse des autres budgets. Alors, qu'est-ce qu'on fait bien sûr dans le budget de trésorerie? C'est on centralise l'ensemble des données des autres budgets, que ce soit le budget des ventes, le budget de production, le budget des approvisionnements, le budget également des investissements. Je ne l'ai pas traité, bien sûr, le budget d'investissement parce que vous avez déjà vu quelques principes en gestion financière, choix d'investissement et comment, bien sûr, choisir entre différents projets. Donc, c'est déjà des éléments que vous avez développés et acquis au niveau de la gestion financière. Les autres éléments, tels que c'est-à-dire l'ordonnancement des projets, certainement vous l'avez traité au niveau de la programmation linéaire dans d'autres modules. Donc le budget de trésorerie constitue la dernière phase de ce processus budgétaire d'élaboration du budget. Et il traduit en termes monétaires sous forme des encaissements et des décaissements, les charges et les produits générés par les différents budgets. Donc, les différents budgets que nous avons établis, il faut bien sûr les traduire, bien sûr sous forme monétaire. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'impact monétaire de ces opérations, afin d'évaluer l'impact sur la trésorerie de l'entreprise et bien sûr de l'ensemble des produits et des charges générés par ces différents budgets. Donc, il ne peut être établi qu'une fois l'ensemble de la démarche budgétaire d'un exercice élaboré et les différents budgets approuvés. Donc, c'est la dernière étape de la procédure budgétaire. Une fois qu'on finalise l'ensemble des budgets, comme je dis, du budget de vente jusqu'au budget d'investissement. L'utilité de ce budget, le budget de trésorerie doit répondre à certaines obligations. Premièrement, déterminer par période, cette période est le mois, donc mensuellement, les encaissements et les décaissements générés par l'entreprise, dans l'objectif de mettre en évidence le niveau de trésorerie à la fin de chaque mois pour l'entreprise. De cette manière, on peut identifier les mois difficiles, par exemple les mois où on a un déficit de trésorerie, manque de liquidité, que l'entreprise, bien sûr, doit chercher, savoir comment financer ce déficit. Deuxième utilité, c'est connaître donc le solde de fin de période budgétaire des comptes de tiers et bien sûr les soldes qui sont disponibles.
tels que, bien sûr, qui figureront dans les états de synthèse prévisionnels, le bilan, bien sûr, prévisionnel de l'entreprise. Donc, après l'établissement de ce budget de trésorerie, l'étape ultime, c'est de présenter les états de synthèse prévisionnels, à savoir le bilan prévisionnel de l'entreprise, reporter donc les soldes des différents postes de notre budget vers, bien sûr, le bilan prévisionnel et également vers le CPC. Donc, comme j'ai dit, le budget de trésorerie, c'est un budget qui centralise donc l'ensemble de ces informations. Donc, on a besoin de budget concernant le budget des ventes, mais ce budget de vente, on a besoin bien sûr de connaître les règles de règlement des clients de l'entreprise. J'ai réalisé des ventes le mois de janvier de 1000 unités à 100 000 dirhams par exemple, mais sur combien de temps ce client va me payer? Ou bien quel est le mode de règlement que j'accorde à mes clients? Est-ce qu'ils vont régler la totalité au comptant? Ou bien je vais leur accorder un délai de paiement? Donc, c'est des ventes à crédit. Et donc, il est nécessaire, il est important de connaître ces modes de règlement, que ce soit pour les clients, pour les ventes, ou pour les fournisseurs, pour les achats. Mon fournisseur qui m'a vendu, par exemple, des matières premières, est-ce qu'il va m'accorder un délai de paiement? Bien, je dois payer au comptant. Là aussi, il faut connaître le mode de règlement, que ce soit pour les ventes, les achats, les investissements et bien sûr, tous les produits et les charges de l'entreprise. Donc, ce mode de règlement, c'est ce qui va bien sûr nous permettre de déterminer les encaissements et les décaissements de l'entreprise. Donc, les ventes en fonction de mode de règlement, ça va nous permettre de déterminer les encaissements de l'entreprise. C'est pour cela, dans le budget de trésorerie, il faut élaborer ce qu'on appelle un tableau ou un budget des encaissements. Sur quelle fréquence, quelle cadence je vais encaisser les ventes réalisées par l'entreprise ou tout autre encaissement. Même chose pour les décaissements. Les achats effectués par l'entreprise, selon quelle cadence ils vont être décaissés, payés. Donc le budget ici, on estime bien sûr les produits et les charges, mais il faut faire la distinction entre un produit et une recette, et entre une charge et une dépense. Donc une recette, c'est ce qu'on encaisse, une dépense, c'est ce qu'on décaisse. Une charge peut ne pas être décaissable, peut ne pas se traduire par un décaissement. L'exemple ici des dotations aux amortissements. C'est une charge, on peut bien sûr l'élaborer, la prendre en considération dans un budget, mais est-ce qu'il se traduit avec un décaissement? Non, parce que c'est seulement pour des besoins comptables de l'entreprise, la dépréciation de ces immobilisations, qui ne se traduit pas par un décaissement. Donc, bien sûr, il faut l'éliminer des décaissements de l'entreprise. Donc, une fois qu'on établit, bien sûr, ces encaissements et ces décaissements, il nous reste une autre étape aussi importante, c'est l'élaboration de ce qu'on appelle le budget de TVA. Parce que la TVA, c'est un décaissement, l'entreprise qui est chargée de la payer, puisque c'est l'intermédiaire qui procède à la régularisation de la TVA. Et donc, ça nécessite des calculs. Même si donc la TVA ici, il s'agit bien sûr d'un décaissement, mais on doit bien sûr le calculer au préalable afin de déterminer le montant de la TVA qui va être payé par l'entreprise. Bien sûr, le budget de TVA, ce n'est que la TVA facturée moins la TVA
récupérable, afin de calculer le montant de la TVA à payer. Et donc, ces encaissements et décaissements, et inclus la TVA bien sûr, qui vont donner lieu à l'élaboration de notre budget de trésorerie. Le budget de trésorerie, ce n'est que les encaissements moins l'ensemble des décaissements pour établir ce budget. Et à partir, bien sûr, de ces éléments, on peut aussi élaborer notre bilan prévisionnel. Pour élaborer le bilan prévisionnel, on a besoin de bilan initial, début de période, dans lequel figurent les soldes initiaux de chaque poste. Et en fonction des mouvements engendrés, bien sûr, par les différents budgets, il y aura ce qu'on appelle des soldes de fin de période. Pour chaque poste. Donc, les ventes en fin de période, donc les ventes qui n'ont pas été encaissées, ce sont des créances qui vont figurer, bien sûr, au niveau de bilan prévisionnel. Dans le compte, par exemple, créances clients et compte rattaché. Parce que ce sont des ventes qui ont été réalisées dans cette période de prévision, mais qu'on n'a pas encore encaissées. Même chose pour les achats. Les achats non réglés vont être bien sûr comptabilisés dans le compte fournisseur. Et donc, c'est les décaissements prévisionnels qui vont être réalisés au-delà de la période de prévision. Les charges aussi, donc, en fin de période de prévision, vont permettre d'établir le compte de résultat prévisionnel. Ce résultat qu'on calcule dans le compte de résultat va figurer au niveau de bilan prévisionnel. Et bien sûr, les éléments qui affectent ce bilan, ce sont que les éléments du fonds de roulement et de BFR, donc qui sont liés bien sûr à l'actif immobilisé et les financements permanents, et les éléments qui sont liés à l'actif circulant et au passif circulant. Voilà donc le processus global d'élaboration de budget de synthèse, de budget de trésorerie, et également les documents prévisionnels, à savoir le bilan prévisionnel et le compte de résultat prévisionnel, et on va essayer de voir ça plus en détail par la suite. Donc l'établissement de budget de trésorerie nécessite plusieurs étapes indispensables qui permettent un bouclage de la démarche budgétaire finalisée par le bilan et le compte de produits et charges prévisionnels. Pour cela, on a besoin d'informations complémentaires nécessaires, comme j'ai dit, le mode de règlement client et le mode de règlement fournisseur, ou la cadence avec laquelle vont être encaissés les produits et décaisser les charges. Ça, c'est très, très important pour pouvoir élaborer le budget de trésorerie. La préparation du budget partiel de trésorerie, à savoir le budget des encaissements, le budget de la TVA et le budget des décaissements, puis l'élaboration et l'ajustement du budget récapitulatif de trésorerie qui vient en dernière étape. Donc la collecte d'informations, le budget de trésorerie relie les informations budgétaires d'exercices différents, donc au moins l'exercice précédent avec l'exercice actuel. Et donc dans la phase de collecte, il est bien sûr nécessaire de connaître la situation initiale. Il faut disposer de bilan de l'exercice précédent qui va nous donner bien sûr l'image sur la situation dans cet exercice, les différents postes de bilan. Les différents budgets approuvés de l'exercice en cours, parce que c'est eux qui vont nous renseigner bien sûr sur les mouvements de l'exercice en cours à travers les différents budgets. Les encaissements et les décaissements non courants, qui ont un caractère exceptionnel, qui ne sont pas prévus dans un budget précis, donc il faut bien sûr tenir compte de ces éléments exceptionnels.
Deuxième étape, l'élaboration du budget partiel. Les budgets, que ce soit le budget des encaissements et le budget des décaissements, sont généralement, donc, surtout le budget des encaissements, établis en montant, bien sûr, hors taxe, alors que les encaissements et les décaissements sont exprimés en montant TTC. Lorsque un client va me payer, il va me payer bien sûr le montant TTC, et non pas uniquement le montant hors taxe. Lorsque je paie un fournisseur, je paye le montant TTC et non pas le montant hors taxe. D'où la nécessité, bien sûr, d'élaborer le budget de TVA afin de connaître, puisque l'entreprise, comme j'ai dit, ce n'est qu'un intermédiaire, il est nécessaire de déterminer le montant de TVA à payer par l'entreprise dans chaque période. Bien sûr, la TVA, c'est un décaissement, sauf il nécessite un calcul particulier. C'est pour cela qu'on prévoit tout un budget pour la TVA. Alors, donc, le budget des encaissements. Le budget des encaissements se compose du budget des ventes, donc c'est la composante principale, parce que c'est à partir des ventes qu'on va prévoir les encaissements qui seront générés par l'entreprise, donc qui récapitule les ventes mois par mois. Le budget des recettes, elle récapitule les encaissements, c'est-à-dire le règlement des clients mois par mois. Et donc, il faut disposer comme information de mode de règlement des clients. J'accorde à mes clients, par exemple, règlement de 10% au comptant et 30% un mois et 60% 2 mois. Donc, les ventes, par exemple, du mois de janvier vont être ventilées sur plusieurs périodes. 10% va être encaissé immédiatement, 30% dans un mois et 60% dans 2 mois. Donc, l'encaissement de ces ventes va être ventilé sur plusieurs périodes. C'est pour cela qu'on parle de budget des recettes. Comment vont être ventilées les ventes de l'entreprise. Donc, il faut bien sûr disposer de cette information qui est bien sûr le mode de règlement des clients d'entreprise. Les encaissements, comme j'ai dit, il faut bien sûr tenir compte des encaissements TTC. Le client, lorsqu'il va me payer, il va me payer bien sûr le montant TTC, non pas le montant hors taxe. Donc, les encaissements, il faut bien sûr les calculer avec le montant TTC. Le budget de TVA. Donc, la TVA, ce n'est que, mais la TVA à payer, ce n'est que la TVA facturée, moins la TVA récupérable. TVA facturée du mois, si bien sûr le régime ici c'est trimestriel, mensuel, bien sûr, s'il est trimestriel, bah, il faut tenir compte de mode de paiement de régime trimestriel. Donc la TVA ici mensuelle, donc TVA facturée du mois, moins la TVA récupérable du mois. Bien sûr, la TVA récupérable sur charge et TVA récupérable sur immobilisation. Le cas échéant, si l'entreprise dispose d'un crédit de TVA, ben, il faut imputer bien sûr ce crédit de TVA. Donc voilà un exemple de budget de TVA. Il faut calculer bien sûr l'ensemble des TVA, TVA facturée, moins les TVA récupérables, pour déterminer bien sûr le montant de la TVA à payer. Ce montant de TVA à payer qui doit figurer au niveau de notre budget des décaissements. Donc le budget des décaissements de l'entreprise regroupe l'ensemble des dépenses de l'entreprise. Donc les règlements par échéance. Règlement par exemple fournisseur, matières premières, puis un règlement des autres fournisseurs, les charges d'entretien et les autres charges bien sûr de gestion d'une façon générale. Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure que les charges non décaissables, il ne faut pas tenir compte de ces charges dans l'établissement de votre budget de trésorerie, comme le cas de l'amortissement par exemple.
C'est une charge non décaissable. Et donc, une fois qu'on recense l'ensemble de ces décaissements et on procède à leur ventilation par période, donc on calcule le montant, bien sûr, total des décaissements par mois. Le budget récapitulatif de trésorerie, donc c'est un budget de synthèse. Donc, on va récapituler l'ensemble des données dans le budget des encaissements et le budget des décaissements. Pour son établissement, on a besoin d'une situation initiale, le solde initial de trésorerie en début de période, généralement à partir de bilan initial. Si vous avez cette information, donc à partir de bilan initial de la période où il y a le solde de trésorerie, bien sûr, de l'entreprise, auquel il faut ajouter le total des encaissements dans le budget des encaissements, moins le total des décaissements dans le budget des décaissements. Ça va vous donner un solde final, solde de trésorerie de fin de mois, ou bien fin de période. Le solde final, c'est le solde initial de la période suivante. Le solde final, c'est le solde initial de la période suivante. Et on fait les mêmes calculs. On ajoute les encaissements, on déduit les décaissements et on obtient un nouveau solde de fin de période qui va être le solde de la période suivante, le solde initial de la période suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière période de notre prévision. Soit l'année, soit le semestre, ça dépend de ce que vous avez comme données. Donc l'analyse de budget de trésorerie, bien sûr le budget de trésorerie, ça va nous permettre de connaître le solde de trésorerie en fin de chaque période. Là, c'est juste un exemple. Par exemple, le mois de mars, on a un solde de trésorerie négatif. Et donc, l'entreprise a un manque de trésorerie. Il doit bien sûr réfléchir comment financer ce déficit de trésorerie. Même chose en cas d'excédent. Si l'excédent est bien sûr trop important, il faut réfléchir comment fructifier cet excédent. Parce que l'excédent de trésorerie, c'est de l'argent dormant pour l'entreprise qui n'est pas productif et ce n'est pas une bonne chose pour une entreprise d'avoir de la liquidité sans qu'il puisse générer une rentabilité supplémentaire. Donc l'analyse de budget, le budget de trésorerie, c'est l'état des dépenses et recettes issues de l'ensemble de la prévision budgétaire. Donc, comme on a dit, c'est un budget de synthèse. Son élaboration nécessite des informations complémentaires, essentiellement les échéances et modes de règlement. Donc, je dois connaître impérativement les échéances des différentes, bien sûr, charges, le mode de règlement des ventes de l'entreprise. Le budget dégage mois par mois des impasses ou des excédents, soit un déficit de trésorerie, soit un excédent de trésorerie. Et donc, l'entreprise doit intervenir. Donc, il y a nécessité d'ajuster cette trésorerie. En théorie financière, la trésorerie optimale, c'est d'avoir une trésorerie nulle, égale à zéro. Donc, ni excédentaire, ni déficitaire. Mais ce n'est pas toujours possible. Et donc, l'entreprise doit bien sûr fixer un minimum de trésorerie qui doit
disposer en fonction des besoins de son activité. En cas d'excédent important, bien sûr, il faut réfléchir comment les fructifier, comment les placer. Et en cas de besoin, de déficit, il faut bien sûr chercher comment financer ce déficit. Donc, c'est ça le rôle, bien sûr, de cette trésorerie et comment, bien sûr, l'ajuster. Donc, l'anticipation qu'autorise le budget de trésorerie laisse le temps à l'entreprise de négocier hors l'urgence. Je sais très bien que le mois de mars, j'ai un déficit. Donc, je peux bien sûr prévoir à tête reposée quelles seraient les solutions possibles au lieu d'être dans l'urgence et dans la contrainte de chercher un financement. Et donc, cela, ça constitue bien sûr un atout pour l'entreprise vis-à-vis des tiers, vis-à-vis le banquier, vis-à-vis les clients, pour négocier bien sûr à tête reposée les solutions possibles. Le contrôle du budget de trésorerie donc ne s'exerce pas en tant que tel. Le suivi de trésorerie doit être régulier. C'est vrai, ici on a fait, ou bien on fait une estimation généralement par mois, mais le mois c'est quand même une longue période dans une entreprise. Il faut bien sûr connaître la répartition de cette trésorerie au jour le jour, et non pas uniquement par période de mois. Il se peut que la trésorerie soit positive à la fin du mois, mais peut-être que l'entreprise va vivre un impasse au cours de ce mois, dans une période particulière, dans des jours particuliers. Et donc le contrôle bien sûr global peut être effectué à deux niveaux. L'aptitude de l'entreprise à répondre à ses besoins en trésorerie, en évitant les impasses et en plaçant les excédents. Le coût de la gestion de trésorerie, donc qualité des arbitrages que doit faire l'entreprise, une bonne gestion des excédents en cas d'excédent de trésorerie. Aussi, ça permet de chercher les causes de dysfonctionnement par rapport aux prévisions. Donc, si les prévisions ne s'avèrent pas exactes, quelles sont les sources de ce dysfonctionnement? Est-ce que c'est le service client ou bien fournisseur ou le service financier qui n'a pas trouvé le moyen de financement adéquat? Ou bien il n'y avait pas un suivi régulier des clients, de leurs, bien sûr, échéances? Donc, tous ces éléments, bien sûr, sont d'une grande importance pour l'entreprise pour maîtriser son niveau de trésorerie. Et donc, le gestionnaire de trésorerie doit procéder bien sûr à l'équilibrage de sa trésorerie. Donc, l'équilibrage du budget de trésorerie. En cas d'excédent de trésorerie, il faut chercher comment fructifier cet excédent. Et bien sûr, il existe plusieurs produits de placement. Il y a les placements bancaires, les placements financiers, les placements monétaires. Placement bancaire, bon de caisse, bien compte interne, rémunéré, ou certificat de dépôt. Les placements financiers, c'est l'investissement dans un portefeuille d'obligations ou l'investissement dans les produits des OPCVM. Et des placements monétaires, soit l'investissement dans les bons de trésor émis par l'État ou les SICAV monétaires. Et donc l'entreprise possède un choix, mais un multiple de placements qu'il peut utiliser pour fructifier les excédents de trésorerie. Comme j'ai dit, les excédents de trésorerie ne devraient pas rester dans l'entreprise sans générer, bien sûr, une rentabilité. Et ça dépend de besoins de l'entreprise. Si ces excédents peuvent être utilisés sur le court terme, il faut les placer dans des produits à court terme, tels que, bien sûr, les SICAV monétaires ou bien les bons de caisse ou bien les certificats de dépôt que je peux bien sûr les revendre sur le marché secondaire et avoir de la liquidité rapidement. Les impasses de trésorerie aussi, il faut chercher comment les financer. Donc, soit dégagement de placement, donc si j'ai des placements qui peuvent dégager des revenus supplémentaires, soit les crédits par caisse accordés par mon banquier, facilité de caisse ou le découvert,
soit le financement des créances commerciales, remettre à l'escompte des effets de commerce, par exemple, ou la cession de créances professionnelles auprès de ma banque, ou recourir à la facturage, ou le financement réservé pour les marchés publics, tels que le nantissement des marchés publics, par exemple. Il y a aussi d'autres modes de financement plus adaptés à certaines activités, par exemple pour les sociétés à activités saisonnières, financement des stocks, ou bien le crédit de campagne. Et donc, toutes ces solutions, bien sûr, viennent pour équilibrer la trésorerie de l'entreprise et, bien sûr, résoudre cette situation d'impasse. Donc, si l'impasse est durable, elle est structurelle, donc la réponse se situe au niveau du besoin en fonds de roulement et du fonds de roulement. On ne peut le financer uniquement par des ressources à court terme. Il faut chercher, bien sûr, des ressources à long terme, augmentation de capital, emprunt à long terme, ou bien diminution du besoin en fonds de roulement, réétudier les délais de règlement client, rétrécir ces délais pour alléger en quelque sorte la pression sur la trésorerie de l'entreprise, ou bien négocier les délais fournisseurs, allonger les délais fournisseurs, pour allonger bien sûr la pression sur la trésorerie de l'entreprise. Ou bien augmentation du fonds de roulement par l'accroissement des capitaux propres ou des emprunts, comme je l'ai déjà mentionné. Voilà donc une introduction à cette dernière section dans ce chapitre. Donc la prochaine séance, on va essayer de faire des exemples d'élaboration de budget de trésorerie. Donc si vous n'avez pas de questions, je vous remercie et à la prochaine séance.